Bonjour à tous, je suis ravi de vous retrouver sur Astroscience. Dans cette vidéo, nous allons étudier ensemble le thème de Donald Trump. Donald Trump que l'on ne présente plus, ancien président des États-Unis, qui retente sa chance pour un deuxième mandat aux élections américaines qui auront lieu donc en 3 temps, je dirais, mais en 2 temps, 5 novembre et investiture 5 novembre 2024 et investiture le 20 janvier 2025. C'est toujours comme ça que ça se passe aux États-Unis. Alors il faut savoir que dans l'histoire des États-Unis, seuls 6 présidents ont déjà tenté leur chance pour un deuxième mandat non continu au premier. Et parmi ces 6 personnes, eh bien, seul un a été réélu, a réussi à se faire élire pour un deuxième mandat. C'était le président Grover Cleveland en 1892. Vous voyez que ça commence à dater. Donc si Trump est réélu aux élections de novembre 2024, enfin janvier 2025, eh bien, il sera seulement le deuxième président à obtenir un deuxième mandat de président non continu au premier. Donc, vous voyez, c'est quand même un exploit. C'est loin d'être fait, mais nous allons regarder tout cela ensemble, puisque première partie de cette vidéo, eh bien, nous allons étudier son thème astral pour bien comprendre les rouages de ce qui se joue dans son thème. C'est super important, c'est ce que je dis dans ma formation en ligne, c'est-à-dire qu'il est essentiel d'abord d'étudier un thème pour pouvoir ensuite interpréter justement les cycles et les transits planétaires. Et puis d'autre part, vous allez voir, ce thème est très intéressant, donc ce sera aussi un peu didactique d'étudier particulièrement ce thème. Et puis alors deuxième partie, bien, nous étudierons les transits planétaires, nous verrons en fait les transits dans le ciel de Donald Trump et nous les mettrons en parallèle avec les principales échéances électorales pour cette année 2024, ça nous donnera une vision claire de ce qu'il attend pour 2024, début 2025. Voilà. Avant de plonger dans ce thème, simplement pour vous dire que vous pouvez vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait en cliquant sur le bouton abonner. À côté, vous avez la petite cloche des notifications. Alors, vous cliquez dessus pour les recevoir, bien sûr, mais ne faites pas comme certains membres de ma famille qui, pour bien faire, en fait, à chaque fois qu'elle voit une vidéo, eh bien, reclique sur la cloche. Donc, à chaque fois qu'elle reclique sur la cloche, elle se désabonne de mes notifications. En fait, elles sont abonnées une fois sur 2. Donc, vous voyez, une fois que vous avez cliqué sur la cloche, c'est bien, elle est cochée une fois, vous voyez les petits sons autour, et là vous recevez mes notifications. Vous savez également que depuis 1 an et demi, vous pouvez rejoindre Astroscience, c'est-à-dire devenir membre de ma chaîne. Lorsque vous devenez membre, au travers d'un abonnement YouTube, un abonnement mensuel, eh bien vous avez accès à des vidéos supplémentaires d'interprétation, un peu comme celles que nous allons voir ensemble, bimensuelles, 2 fois par mois, qui vous permettent eh bien, de progresser vous-même dans votre pratique de l'astrologie, ou pourquoi pas de découvrir comment eh bien, on interprète un thème astral. Voilà. Vous avez eu le temps de prendre un papier, un crayon, vous êtes prêts? Eh bien c'est parti, on plonge dans le thème fascinant en fait, vous allez voir, de Donald Trump. Alors Donald Trump, c'est un Gémeaux, vous voyez, parce qu'il a le soleil dans le signe des Gémeaux. Et puis, c'est également un ascendant Lion. Vous voyez l'ascendant ici, à la toute fin du signe du Lion. Alors, il faut déjà prendre le temps de s'imprégner de ces énergies. Et énergie Gémeaux, donc énergie air, les Gémeaux sont un signe d'air, et de feu, par le signe du Lion. Donc c'est l'air et le feu ici, et tout de suite on a cette idée de dynamisme. Voilà, ça c'est vraiment ce qui ressort, dynamisme, beaucoup d'énergie. Le signe des Gémeaux, c'est un signe de communication, c'est un signe de relation, c'est un signe qui a besoin de mouvement, un besoin de bouger, aussi bien physiquement que mentalement. C'est un signe qui ne tient pas en place, il a besoin d'apprendre, et pour apprendre il faut se déplacer, soit pour lire un livre, soit pour découvrir quelque chose. Donc on a cette idée de mouvement. C'est aussi un signe de commerce. Vous savez que la planète des Gémeaux, c'est Mercure. Mercure, dont la racine latine vient de Mercury, les marchands. Donc les Gémeaux sont vraiment un signe de commerce, comme également le signe du Cancer qui est plus un signe de marchand, de boutique. Voilà. Mais les Gémeaux, c'est un signe de mise en relation et de plus-value par rapport à cette mise en relation, donc un signe de commerce. Et puis le signe du Lion, c'est un signe de feu, donc, et le feu représente l'énergie de la vie, donc un ascendant. L'ascendant, vous savez, c'est ce qui permet, le soleil étant la personnalité profonde, et puis l'ascendant, c'est ce qui permet d'exprimer cette personnalité profonde dans le monde. Et là, vous avez un ascendant Lion, bien, qui est capable de projeter énormément d'énergie dans le monde. Alors, lorsque
je précise bien, lorsque cet ascendant Lion n'est pas inhibé, hein, parce qu'il y a beaucoup d'ascendants Lion, enfin, il y a un certain nombre d'ascendants Lion qui sont inhibés par des peurs intérieures, la peur de ne pas être suffisamment bien, de ne pas être à la hauteur, de ne pas y arriver à la hauteur de ses attentes. Voyez, et donc il y a des ascendants Lion qui sont enchaînés par leur peur. Mais quand le lion, l'ascendant Lion est libéré, alors il est capable de projeter énormément d'énergie dans le monde. Alors, ces deux signes collaborent très bien sur le zodiaque, on le voit par le fait qu'ils soient en sextile. Alors le sextile, c'est un aspect de 60 degrés. Vous voyez, ces deux signes sont à 60 degrés, c'est donc un aspect de sextile, et le sextile est un aspect harmonique qui montre que ces deux signes s'entendent naturellement bien. Voilà, vous avez un Gémeaux, il s'entend naturellement bien avec le Lion. Voilà, c'est comme ça. Pourquoi ? Parce que l'air et le feu sont des éléments compatibles, tout simplement. Et d'ailleurs, ils sont plus que compatibles. Hein, on dit en astrologie, puisque vous savez que l'astrologie est une science de la nature, je parle ici de l'astrologie tropicale, celle que je pratique comme l'immense majorité des astrologues occidentaux, l'astrologie tropicale, celle des saisons, est une science de la nature. C'est une science qui est basée sur l'observation de la nature. Et si on observe ici la nature nous dit que l'air des Gémeaux, attise le feu du Lion. Il faut de l'air, il faut de l'oxygène pour faire démarrer un feu. Et ensuite, le vent, l'air, va alimenter ce feu pour le faire grandir. Alors je dirais pour le meilleur et pour le pire. Pour le meilleur, pour diffuser chaleur et clarté, pour le pire, pour ravager des forêts. C'est d'ailleurs aussi pourquoi on parle, au-delà du charisme et de l'autorité du lion, on parle aussi du pouvoir un peu dévastateur parfois de la puissance du feu. C'est pour ça qu'on parle de la cruauté du lion, la cruauté étant ici un mot qui fait référence à la tradition astrologique. Ça ne veut pas dire que les ascendants lions sont des personnes cruelles, c'est pas ça que ça veut dire, mais c'est un sens très ancien du mot pour montrer que l'ascendant lion particulièrement peut aussi être sans pitié à certains moments, comme un feu qui embrase et qui consume toute une forêt. Ça fait partie de la responsabilité, si vous voulez, de la puissance incarnée dans l'ascendant lion. Je vais profiter du fait que cet ascendant soit à 29,58. Donc vous voyez, il est à la toute fin du signe du lion. Et j'ai souvent les questions d'étudiants qui me posent la question justement de dire, oui mais est-ce qu'il est vraiment lion ou est-ce qu'il est vierge ? Alors non, il est ascendant lion, et il n'y a aucun doute par rapport à Donald Trump. C'est un ascendant lion, un véritable ascendant lion, un pur ascendant lion. On ne peut pas dire le contraire. Et vous voyez, pourtant l'ascendant est à 29,58. Oui. Donc oui, non, si vous avez un 29,58, la personne est ascendant lion. Est-ce que ça veut dire pour autant que la Vierge est complètement occultée ? Parce que vous voyez, le signe de la Vierge occupe une grande partie de sa première maison, qui est la maison de sa personnalité. Non. Donc, il est ascendant lion, ça c'est vraiment ce qu'il projette en premier dans le monde, mais dans sa personnalité, on va trouver quand même, derrière cela, une sous-tonalité vierge. Alors là, c'est très différent. La Vierge est autant le Gémeaux ascendant lion est tout feu, tout flamme, on l'a vu, très dynamique. Autant la Vierge dans la première maison montre que Donald Trump peut être aussi très structuré, très organisé, très méticuleux sur certaines choses. Alors sans doute pas sur tout, pas surtout parce que il est Gémeaux, il papillonne, il voit plein de choses, il s'intéresse à plein de choses, etc. Il fait 1000 choses en même temps, c'est vrai. Et l'ascendant lion n'aide pas forcément à se concentrer sur certaines choses, mais sur des choses très particulières, il va être très organisé, très méticuleux, etc. Et c'est pas pour rien qu'il a réussi sa vie professionnelle, sa carrière professionnelle. C'est parce que, justement, la Vierge lui permet aussi, à certains moments, sur certains points particuliers, de hyper structurer les choses. Donc oui, mais c'est un ascendant lion. Alors, qu'est-ce que l'on voit en premier ? Est-ce que l'on voit son soleil Gémeaux, c'est-à-dire sa personnalité profonde, vous savez que le soleil représente la personnalité profonde, ou est-ce qu'on voit davantage son ascendant lion, qui lui est l'interface avec l'extérieur, c'est-à-dire que l'ascendant lui permet de projeter sa personnalité à l'extérieur. On voit plus son ascendant lion. La première chose qu'on voit, c'est lui c'est un ascendant lion. Donald Trump, c'est un ascendant lion. Voilà. J'aurais parié ma chemise que c'était un ascendant lion. C'est un ascendant lion. Ça se voit tout de suite. Ça se voit
Aussi, au travers de son aspect physique, déjà vous avez une force physique, voilà, un port de tête altier, une attitude noble, hein, je ne suis pas n'importe qui, voilà, vous me devez le respect, et je projette une autorité, un charisme voilà, autour de moi. Mais ça se voit aussi chez les ascendants Lion, j'ai des centaines de consultations qui en apportent en fait la preuve, hein. C'est au-delà de l'aspect noble du port de tête, on va trouver chez les ascendants Lion la crinière. Alors plus encore chez les ascendants Lion que chez les soleils Lion. Pourquoi ? Parce que l'ascendant, c'est, encore une fois, la manière dont je me présente aux autres. Et donc, chez l'ascendant Lion, les cheveux, la chevelure est super importante. C'est la crinière du Lion. Oui. Alors, chez Donald Trump, la crinière, vous l'avez tout de suite. Hein, c'est les cheveux dorés, les golden hair, comme ils les appellent aux États-Unis. Les golden hair, voilà, ouais, c'est sa crinière. Voilà, c'est sa crinière d'ascendant Lion. Puis derrière le terme golden hair, on va retrouver gold, hein, qui est bien sûr l'or, et le signe du Lion est un signe financier, c'est le signe de l'or, hein, c'est lui qui représente le soleil. Et donc l'argent, hein, l'argent physique, sous-entendu les pièces d'or, hein, donc les cheveux d'or, c'est également ça. Hein, voilà, c'est sa marque de fabrique, c'est son identité première. Bon, alors voilà, on pourrait encore continuer sur cette signature parce qu'elle est très riche, mais déjà voilà, on s'est imprégné de ces énergies, donc Gémeaux-Lion. Alors ensuite, je vous propose moi de revenir sur le Soleil. On va commencer par le Soleil ici. Et on va étudier donc son Soleil dans le signe des Gémeaux. Donc comme je l'ai dit, c'est un signe d'air, c'est un signe qui a besoin de parler, qui a beaucoup de choses à dire et qui a aussi besoin d'apprendre. Voilà. Donc apprendre, parler, communiquer. Voilà l'essentiel de l'énergie des Gémeaux. Et pour faire cela, il faut se déplacer, il faut se rendre en plusieurs endroits, il faut rencontrer des personnes. Hein, voilà. Il faut avoir beaucoup de stimuli intellectuels pour pouvoir se sentir à sa place, se sentir bien, beaucoup de relations, beaucoup d'échanges au quotidien. Voilà, ça c'est le lot de tous les soleils en Gémeaux. Besoin de mouvement, d'échange et de communication. Alors, ça c'est très marqué. Et on peut dire que les soleils en Gémeaux ont des dons particuliers pour la communication. Après, on aime ou on n'aime pas, hein, on adhère ou on n'adhère pas, quelles que soient les idées. Je ne parle pas du fond, je parle de la forme. Eh bien, les Gémeaux ont très souvent, toujours en fait, hein, sauf si des éléments viennent contrer cela, mais des dons en matière de communication. Comme je l'ai dit, les Gémeaux sont aussi un signe de commerce, donc des dons en matière de communication, mettre en relation des personnes, mais aussi des dons en matière de commerce. Alors évidemment, quand on s'appelle Donald Trump et qu'on a réussi à faire tout ce qu'il a fait dans le domaine de l'immobilier, des affaires, bon, bah, évidemment, voilà, ça c'est typique du soleil Gémeaux. Et puis vous voyez que son soleil Gémeaux se trouve dans la maison 10. Hein. Alors ça c'est la maison 10 de son thème astral. Donc en fait, cette maison, si on replace l'ascendant à gauche, cette maison, c'est la maison la plus élevée de son thème astral. La maison 10, elle correspond à la carrière, elle correspond au statut social, au statut socio-professionnel. Voyez et donc, cette maison 10 correspond... Donc tout de suite, on a ici l'idée que le soleil de Donald Trump éclaire cette maison. Et donc, il brille dans la plus haute maison de son thème astral. Donc forcément, ça indique une ambition. Alors cette ambition, on la retrouve parce que cette maison 10, elle correspond symboliquement au signe du Capricorne. C'est le 10e signe. Et dans le Capricorne, on a toujours une ambition d'élévation. Voilà. Donc ici, on va retrouver une ambition de s'élever au maximum, le plus haut possible. Comme le soleil dans son thème. Porter son soleil le plus haut possible dans son thème astral. Et donc pour ça, il faut s'élever, il faut grandir, il faut... Voilà. Donc on a vraiment cette ambition professionnelle et également cette position du soleil en maison 10 le prédispose à occuper une position en vue, hein, comme un phare
la lumière du soleil portée la plus haute possible dans son ciel. Ben, c'est un phare, c'est le principe du phare, voyez. Donc briller, c'est quelqu'un qu'on voit, hein, il est grand, il fait plus d'1,90 m, donc on le voit tout de suite, avec ses cheveux qui irradient donc, de feu, en fait, et donc on a tout de suite cette impression de phare. Ben, c'est exactement ça, c'est son soleil maison 10. Voyez, mais ça c'est symbolique et c'est physique, mais ça se passe aussi dans sa vie professionnelle. Être en charge, occuper des fonctions importantes, être en responsabilité, voilà, et être vu et reconnu dans sa vie socio-professionnelle, réussir professionnellement. Alors si vous avez un soleil maison 10, ben, vous avez ça aussi dans votre thème, c'est-à-dire une ambition plus ou moins assumée, hein, mais qui est une ambition de vous élever et de briller au maximum comme un phare dans le cas de Donald Trump. Okay. Il y a aussi, alors on peut voir dans cette configuration quelque chose de plus subtil, si vous voulez, c'est que le signe des Gémeaux et le soleil en Gémeaux représente le jeune. Symboliquement, c'est la jeunesse, parce que le signe des Gémeaux, c'est le jeune qui arrive au monde, qui découvre le monde. C'est pour ça que les Gémeaux sont curieux de tout, ils ont envie de tout apprendre. Et donc, il y a une jeunesse associée. Alors, Donald Trump, il a quel âge ? Il a 77 ans et 9 mois aujourd'hui. Hein, vous voyez ? Mais il fait plus jeune que son âge. Quand on voit Joe Biden, qui est un peu plus âgé, mais il y a 4 ans de différence, mais on voit vraiment un gouffre entre les deux. Hein. Là, il y a une force physique, une jeunesse physique, et il a toujours fait, en fait, certainement plus jeune que son âge, en réalité. Ça, c'est la force des Gémeaux aussi, c'est-à-dire de rester jeune en vieillissant, en fait. Hein. Mais dans la maison 10, qui est la maison du Capricorne, or le Capricorne, c'est un signe au contraire de la personne mûre, de la personne plutôt âgée. Donc il y a un contraste qui se crée ici entre, vous voyez, le jeune et l'adulte et la personne mûre Capricorne. Vous voyez. Donc c'est à la fois en fait quelqu'un qui va occuper des fonctions importantes, qui peut être très austère dans sa geste, dans l'expression de son autorité, par exemple, hein, voilà, en tant que patriarche maintenant, parce qu'il a, je ne sais plus, je crois qu'il a 7 enfants, donc vous voyez. Mais et puis il gère des affaires importantes, ne serait-ce que être président des États-Unis, vous voyez, ce petit détail, c'est vraiment, ça demande une pression que je n'arrive même pas à imaginer sur les épaules, donc ça c'est très Capricorne, et en même temps, bien, il est toujours le jeune. Dans ses institutions, parfois austères, dans ses affaires difficiles, il reste jeune intérieurement. Ouais, ça, c'est typique d'un soleil Gémeaux projeté dans la maison 10. Bon, alors, ensuite, son soleil, vous voyez, se trouve en conjonction d'Uranus. Donc là, il y a une conjonction, donc Uranus ici. Hein, je parlerai d'une lumière nord après. Uranus est la planète du Verseau, ici, et c'est une planète atypique, c'est une planète qui va représenter la liberté, l'originalité, l'affranchissement, le fait d'exprimer son individualité, sa différence. Ouais, donc forcément, ici, avec un soleil conjoint Uranus, eh bien on se sent différent, et Donald Trump se sent certainement différent des autres, depuis toujours. Peut-être que ça l'a desservi un tout petit peu au départ, mais ensuite, eh bien, on voit qu'il en a, grâce à son ascendant Lion, il en a fait très rapidement une force. En fait, il a capitalisé sur cette différence. Et quand on capitalise sur la différence avec Uranus, parfois on peut se faire volontairement, vous savez, c'est l'adolescent, hein, Uranus, hein, on peut se faire volontairement impertinent, un peu provocateur, vous voyez ? Provocateur, voilà, c'est ça. Et radical dans ses prises de décision. Mais parfois, c'est un peu surjoué, parce que justement, il profite de cette conjonction Soleil-Uranus pour affirmer cette différence. Alors parfois, ça braque des personnes, on va le voir. Mais déjà, ce qu'il faut retenir, c'est ça. C'est que c'est quelqu'un qui est atypique. C'est un libre penseur, hein, Uranus, la liberté. Donc, il pense différemment des autres. Il pense librement dans sa tête. Et c'est ça qui dérange aussi, hein, c'est ça qui dérange et qui parfois provoque, et qui parfois clive également. Hein. Et puis on va trouver avec Uranus, donc Uranus toujours la liberté, eh bien on refuse, quand on a Soleil conjoint Uranus, on refuse toute forme, on est allergique à toute forme d'autorité. On ne supporte pas l'autorité. Pourquoi ? Parce que déjà on a une nature profondément révolutionnaire, on veut changer les choses, voilà. Comme un adolescent qui veut se jeter dans le monde et changer le monde.
Hein, donc ça, on va le retrouver avec Uranus, la planète de l'adolescence, mais avec les Gémeaux, la planète du jeune. Donc il y a quelque chose de très jeune ici, très jeune, radical, révolutionnaire. Et on ne supporte pas l'autorité. Pourquoi? Parce que l'autorité, c'est lui. Il est ascendant Lion, avec Mars sur l'ascendant. Donc l'autorité, c'est moi. Donc je ne supporte pas l'autorité. Donc c'est moi l'autorité, et je ne reconnais que ma propre autorité. Et ça, symboliquement, ça a aussi une conséquence dans le sens, je n'accepte pas les limites. C'est-à-dire que Uranus, qui vient dans la suite planétaire après Saturne, Saturne, le père, l'autorité paternelle qui fixe des limites, ça tu as le droit, ça tu n'as pas le droit. Mais Uranus vient après pour dire non, mais moi les limites du père, je n'en veux pas. Donc les limites, donc ça c'est symbolique, donc les limites physiques, ce que l'on m'interdirait de faire, je n'en veux pas. En fait, je peux tout faire. Voilà. Et ça, c'est ma force. Par exemple, sortir de l'OTAN, c'est impossible, Monsieur le Président. Vous ne pouvez pas sortir de l'OTAN. Oui, mais Soleil conjoint Uranus, vous cherchez à m'imposer une limite, je n'en veux pas. Ouais. Je suis hors de ces limites. Je n'accepte pas une autre forme d'autorité que la mienne, celle que j'ai décidée. Ouais. Donc ça, c'est aussi typique de Soleil Uranus. Là, on va retrouver là-dedans le mythe d'Icare, hein, c'est-à-dire, vous savez, Icare qui se sauve qui cherche avec son père à se sauver de sa prison et qui se fait des ailes en cire, en cire avec des plumes collées dessus et qui s'envole. Et puis son père lui dit attention, ne va pas trop haut, attention, il y a des limites. C'est le père qui dit ça, c'est Saturne qui dit ça à Icare. Hein, attention, il y a des limites, ne t'approche pas trop du soleil. Tu risques de te brûler. Et Icare, adolescent, va trop près du soleil, il s'envole trop près du soleil et donc les ailes fondent et il tombe et il s'effondre. Donc ça, c'est la chute. Donc ça aussi, ça fait partie des risques, je dirais, de Soleil-Uranus. Positivement, on peut accomplir des exploits parce que ils pensaient que c'était impossible. Ils ne savaient pas que c'était impossible, alors ils l'ont fait. Hein, ça, c'est la devise de Soleil-Uranus. Mais le risque, c'est justement, en s'affranchissant de certaines limites, eh bien, de s'approcher trop près du Soleil et de se faire consumer. Donc ça, c'est Soleil-Uranus. Bon, on va retrouver avec Uranus également tout ce qui est médias. Bah oui, médias. Vous savez que la planète du Verseau, donc Uranus, c'est la planète des ondes. Hein, vous voyez ici le Verseau, les ondes. Donc c'est la planète, par exemple, qui représente le cinéma, la radio, tout ce qui est satellites, les déplacements des ondes, Internet, tout ça, déplacement des ondes dans l'espace. Hein. Donc là, il y a vraiment un côté médiatique, c'est la vidéo aussi, bien sûr, hein, Uranus, cinéma, vidéo. Donc ici, on a véritablement un côté médiatique parce que vous voyez comment Uranus s'acclimate très bien du signe des Gémeaux. D'ailleurs, Uranus va bientôt rentrer dans le signe des Gémeaux. Hein. J'ai fait une vidéo là-dessus, si vous voulez la regarder. C'est l'entrée d'Uranus en Gémeaux et qui nous parle justement d'intelligence artificielle, etc. Et donc Uranus en Gémeaux est très à son aise dans ce signe de la communication. Hein. Donc là, vous avez une dimension hyper médiatique. Donc ici, Donald Trump, il a fait plein de choses dans sa vie, il a entrepris énormément, mais il a travaillé, il a développé beaucoup de choses dans les médias également. Dans les médias, il a fait aussi une émission qui s'appelait The Apprentice entre 2004 et 2015, je crois. Donc une émission aux États-Unis très, très suivie, dans laquelle il faisait passer des tests, des épreuves à des personnes en vue de les recruter. Voilà. Et donc ça, c'était très très médiatisé. Ça fait une grande partie de sa popularité d'ailleurs aux États-Unis avant son élection. Et donc là, on retrouve vraiment la personne médiatique. Par un soleil maison 10, déjà, donc le phare, mais aussi par un soleil Gémeaux, le communicant, et par un soleil conjoint Uranus, l'utilisation des médias. Alors, pareil avec Uranus, on va retrouver dans Uranus, planète du Verseau, on va retrouver l'innovation, parce que le Verseau, c'est le signe du futur. Donc Uranus, planète de l'innovation, donc innover, donc à chaque fois apporter quelque chose de différent, innover, changer les choses. Donc là, il a travaillé notamment il a innové, il a entrepris dans les domaines des transports. La Trump Shuttle, je crois. Et puis, il travaille également, il a créé deux
2 sociétés de transport par air, hein, donc par avion, pour des jets privés, Sentient, je sais plus, Sentient Airlines, je crois, et puis une autre société, pareil. Donc là, on va retrouver tous les déplacements par air, hein, donc signe d'air, les Gémeaux, déplacement dans l'air, le signe du Verseau, et Uranus qui représente également le déplacement dans l'espace. Hein. Donc ça, ça fait partie de ses réalisations. Donc on retrouve en fait beaucoup de choses ici, beaucoup de choses de ce qu'il a créé. Bien sûr, le Soleil créateur ici, et qui innove avec Uranus. Alors cette conjonction, dans cette conjonction, on retrouve également son nœud lunaire nord. Vous voyez ? Alors ça, c'est un point karmique, c'est pas une planète, hein, c'est juste un point karmique. Et ça indique, ce nœud lunaire nord indique la direction d'évolution privilégiée de son évolution. C'est-à-dire qu'en fait, c'est comme si le ciel lui disait « Hey Donald, c'est par là que tu dois aller si tu veux te développer au maximum au cours de cette incarnation. » En l'occurrence, il faut que tu ailles vers ta conjonction Soleil-Uranus. Ça peut pas être plus clair ici. Hein. Voilà. En gros, ça veut dire « deviens qui tu es hein. ». Travaille à ton individuation, à devenir qui tu es réellement. Exprime ton potentiel, surtout exprime ta différence, exprime ton originalité. Crée par le Soleil et innove par Uranus, en t'affranchissant des limites de la bien-pensance, de la pensée commune. Ouais. Pense par toi-même, affranchis-toi des limites et grâce à ça, innove, différencie-toi des autres. Et de ce fait, réussis dans ta carrière. Voilà, c'est ça que nous dit son nœud lunaire nord ici. Vous voyez ? Donc en fait, son destin karmique, c'est vraiment d'incarner ça dans le monde. Et c'est ce qu'il est en train de faire. Alors, cette conjonction Soleil-Uranus se trouve en fait opposée, vous voyez ici, il y a une belle opposition, si on peut dire, à la Lune dans le signe du Sagittaire. Alors, qu'est-ce que représente la Lune en Sagittaire ? Ah, c'est un autre chapitre. La Lune en Sagittaire, ici, représente une famille. Hein. La Lune, c'est la famille. Comment elle est dans le signe du Sagittaire, qui est le signe de l'étranger, d'ailleurs. Hein. Donc, on a une famille. Donc, ici, il doit s'éloigner. On va y revenir. Il doit s'éloigner, se séparer de sa famille. Bon. Et ici, on va trouver une famille d'origine étrangère. Hein. La Lune en Sagittaire. Et la Lune, pas dans n'importe quelle maison, la Lune en maison 4. C'est pour ça que je parle surtout de famille. C'est vrai que la Lune représente la famille, mais dans la maison 4, elle le représente à double titre. Donc ici, on a vraiment une famille, et une famille comment ? Marquée par l'étranger, par le signe du Sagittaire. Alors, donc, si on prend sa généalogie, en fait, son père, Fred Trump, était allemand, et sa mère était écossaise. Vous voyez, donc il a une double ascendance étrangère. Écosse par sa mère et Allemagne par son père. Donc ça, c'est déjà important. Et puis, comment est la Lune en Sagittaire ici ? Bien, elle est beaucoup plus conformiste. C'est-à-dire, le Sagittaire, c'est un signe d'intégration dans la société. Et donc, comment le Sagittaire s'intègre dans la société ? En étant d'abord conforme. C'est-à-dire, il y a des lois, c'est un signe de loi, de justice, de l'égalité, et donc de conformiste. C'est-à-dire, je m'intègre parce que je deviens conforme aux lois du milieu dans lequel je souhaite m'intégrer. On a un côté traditionnel, un peu noble également. D'ailleurs, sa mère était une MacLeod, vous voyez. Donc c'est déjà un clan noble de l'Écosse. Bien sûr, tous les clans sont nobles, mais MacLeod est particulièrement reconnu. Donc on a ici une famille un peu finalement étrangère, mais aussi traditionnaliste, bien intégrée, assez conformiste dans son mode de vie, dans son mode de pensée. Et donc, on voit que pour pouvoir exister, Donald Trump doit d'abord se séparer de sa famille. Alors, parfois, dans certains thèmes, il s'agit d'une séparation physique. C'est-à-dire que la personne doit vraiment partir pour pouvoir exister, en fait. Et puis, parfois, ça se passe plutôt sur un plan psychologique. Ici, c'est plutôt sur un plan psychologique. Il a fallu se démarquer, voilà, et ça n'a pas dû être facile, de sa famille pour pouvoir dire « Attendez, je fais partie de la famille, mais moi, je suis différent. Je me sens différent et je suis foncièrement différent. »
Donc d'abord taxé d'original, peut-être d'instable, parce que Gémeaux, parce que Uranus, mais en fait progressivement il va affirmer sa différence et son individualité par Soleil-Uranus. Vous comprenez pourquoi il y a cette opposition. Bon, dans sa famille, ici, on retrouve quand même déjà cette opposition Lune-Soleil, c'est une opposition entre la femme, l'épouse, et le père. Hein. Donc dans le couple de ses parents, je ne suis pas sûr que la Lune et le Soleil, c'est-à-dire l'homme et la femme, s'entendaient bien. Ses parents ne devaient pas forcément bien s'entendre. Bien sûr, il y a une complémentarité. Et c'est ça la force, sans doute, de ce couple des parents de Donald Trump, c'est qu'ils ont pu être complémentaires. Mais au quotidien, ils ne devaient pas forcément bien s'entendre. Hein. Alors ça, c'est typique d'un thème où les parents ne s'entendent pas forcément. Mais quand même, les rapports entre Donald Trump et sa famille doivent rester par la suite parfois un peu tendus. Hein. On ne se comprend pas toujours, on n'est pas sur le même registre. Autant tout à l'heure on avait des signes en sextile, c'était fluide, autant là on a une opposition, donc c'est pas toujours raccord comme on dit. Hein. Voilà. Bon, et puis également, vous voyez que du coup, cette opposition, parce que le Soleil est en 22, la Lune est en 21, donc c'est une opposition parfaite, ça veut dire que Donald Trump est né un jour de pleine Lune. Hein, ça, c'est une configuration de pleine Lune. Et alors, la pleine Lune, dans le cycle lunaire, c'est un moment d'accomplissement. C'est un moment de réalisation. C'est-à-dire que tout le travail que l'on fait entre le moment de la nouvelle lune jusqu'à la pleine lune, bien, ce travail-là paye souvent au moment de la pleine lune. Hein, c'est-à-dire le ventre de la maman est plein et arrondi et rond à ce moment-là. Donc là, c'est le fruit, en fait. Hein. Donc quand on est né comme Donald Trump sur un jour de pleine lune, on est prédisposé à réaliser, c'est-à-dire à produire des fruits dans le monde. Donc ça aussi, c'est typique de sa personnalité. Donc si vous voulez, vous avez un Mars sur l'ascendant ici, on y reviendra après, qui est hyper entreprenant, hein, il entreprend beaucoup de choses, et son opposition Soleil-Lune, qui crée des problèmes, c'est vrai, relationnels, hein, on a vu la famille, tout ça, mais qui est quand même un aspect de réalisation. Donc vous avez l'entreprise et vous avez la réalisation, particulièrement sur l'axe dans la maison 10. Bon, mais sur un plan psychologique, c'est compliqué d'avoir un Soleil opposé Lune. Pourquoi ? Parce que la Lune représente le subconscient, et puis nos besoins profonds également, et puis le Soleil représente au contraire notre volonté consciente. Hein. Donc ça, c'est ce que je veux, et ça, c'est ce que je ressens, ce dont j'ai besoin également. Ben, on voit que chez Donald Trump, le conscient et le subconscient ne sont pas toujours bien alignés. C'est le moins qu'on puisse dire. Et souvent même, ils tirent dans des directions opposées. Donc ça, c'est difficile à vivre. Parce que, par exemple, on peut vouloir faire quelque chose, et puis au quotidien, faire exactement l'inverse. Ou alors, on peut vraiment avoir un projet précis, et ce projet ne tient pas compte forcément de ses besoins personnels, ou des besoins de sa famille, ou des besoins au sein de son foyer, vous voyez, par exemple. Donc c'est compliqué. Et c'est accentué par la conjonction à Uranus. Et ce qui fait que, en fait, il est très difficile à cerner, Donald Trump. Alors, sur la scène internationale, par exemple, bien, les diplomates et les chefs d'État des autres États se demandent encore qu'est-ce qui leur est arrivé quand Donald Trump était président des États-Unis. Ils ne comprennent pas. Et ils n'arrivent pas à le mettre dans une boîte. Mais comment voulez-vous mettre dans une boîte quelqu'un qui a un Soleil Uranus opposé à la Lune ? C'est pas possible. Parce que même si vous arrivez à enfermer, à mettre des limites ici, déjà, vous préparez une belle explosion, mais en plus, il va sortir de sa boîte parce qu'il va dire, bah, aujourd'hui, j'ai joué Soleil Gémeaux, mais demain, je vais jouer la Lune en Sagittaire. Vous voyez ? Et donc, il part sur complètement autre chose. Donc, c'est quelqu'un qui est profondément atypique, mais aussi inclassable. Voilà. Vous pouvez pas lui mettre une étiquette. Vous pouvez pas dire, ah bah, lui, j'ai compris sa personnalité, il va jouer tel jeu. Non, vous pouvez pas savoir. Hein. Vous pouvez pas savoir, parce que son conscient et son subconscient travaillent dans des secteurs différents. Et ça pose problème. Ça devient un électron libre sur la scène internationale. Donc le système, vous savez, le système mondialiste, hein, dont j'ai parlé 1000 fois dans mes vidéos,
qui lui a besoin de données rationnelles pour pouvoir avancer ses pions au fur et à mesure, dire lui on le connaît, lui on le maîtrise, lui on sait qu'il va jouer comme ça sur l'échiquier international. Là, avec Donald Trump, vous ne pouvez pas. Hein, il est Soleil conjoint Uranus opposé Lune. Vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne savez jamais comment il va jouer. Lui-même ne le sait pas forcément. Il le sait au dernier moment, hein, quand il est dans l'impulsion de son action. Et puis, donc ça c'est sur le plan psychologique, mais sur le plan relationnel, négativement, ça induit, comme un peu précédemment avec sa famille, la Lune peut représenter ici une foule, une masse de personnes. Et donc, il a tendance, par ses prises de position radicales, Uranus, parfois un peu précipitées, qui n'accepte pas les limites, qui pense différemment des autres, mais il va braquer la Lune. Il va braquer cette population, il va braquer cette masse. Donc, vous voyez, surtout avec un aspect médiatique comme on l'a vu précédemment. Je suis médiatique, mais quand j'apparais, poum, je braque les gens. Je braque certaines personnes. Alors oui, je braque certaines personnes, c'est vrai. Mais en même temps, tous les autres adhèrent à ce que je dis. Donc vous voyez, c'est quelqu'un qui est clivant, en fait. Voilà, au niveau de sa communication. Il a des dons pour la communication, mais il n'a pas de diplomatie, pas du tout de diplomatie. Donc on adore ou on déteste. Mais il n'y a pas de juste milieu. Ça, c'est l'opposition. Pareil, Soleil-Lune. Alors ça, c'est à double tranchant, si vous voulez. Hein. Ne pas revendiquer ça, ce serait passer à côté de sa personnalité. Revendiquer comme il le fait, c'est accepter de braquer une partie de la population, des personnes qui le regardent, mais aussi, c'est ce qu'on aime chez lui, c'est pouvoir faire adhérer l'autre partie à ses propres vues. Sans compromis, sans compromission. Alors également, c'est important, je pense, de noter ça, c'est que les principales accusations que l'on fait à Donald Trump, les médias font à Donald Trump, et ses opposants politiques, médiatiques, font à Donald Trump, c'est qu'il est sexiste et raciste. Hein, voilà, ça c'est les deux arguments que l'on entend, on a toujours entendu ça depuis qu'il a fait sa première candidature aux élections américaines. Alors, sexiste parce que on va avoir un soleil opposé Lune, la Lune représente la femme, donc évidemment c'est l'homme opposé à la femme, donc il va avoir des propos parfois extrêmes, parfois litigieux, hein, qui vont être repris ensuite. On va dire, bah voilà, il y a des propos sexistes parce qu'il n'aime pas les femmes, hein, soleil opposé Lune. Alors ça, est-ce que c'est vrai? Je ne peux pas le dire. En tout cas, c'est ce qui se passe. Hein, c'est ce qu'on lui reproche. Et puis, les accusations de racisme, pourquoi? Parce que bien, la Lune, ici, est en Sagittaire. Donc on va trouver ici une population, une communauté, la Lune, étrangère. Donc il est souvent accusé il a souvent été accusé, parce que maintenant en fait c'est en train de revenir à l'inverse, mais il a souvent été accusé d'être raciste envers les Noirs américains. Hein, et notamment, puisqu'il a fait beaucoup d'immobilier, de ne pas accorder des loyers aux Noirs américains, etc. Donc, et même dans ses propos, il y a des phrases qui sont effectivement à la limite du correct, quoi, par rapport à ça. Mais bon, c'est en train d'évoluer. Mais vous voyez que ça, on va retrouver ici eh bien, les accusations de racisme par le soleil opposé à la Lune en Sagittaire. Vous voyez ? Donc ça fait partie aussi, si vous voulez, de son destin présidentiel, de son destin d'homme politique et d'homme d'État. Alors, sinon, donc, on trouve également que sa conjonction Soleil-Uranus se trouve en trigone, ici. Trigone à quoi? À Jupiter. Alors déjà, vous avez ici Jupiter en maison 2, hein, vous voyez, donc Jupiter qui représente la croissance, qui représente la chance, qui représente une forme de protection, de manne, aussi, et la maison 2 qui est la maison des finances. Donc ici il y a une protection, si vous voulez, au niveau financier. On voit que l'argent est là, hein, par la prospérité représentée par Jupiter dans sa maison 2. Donc ça c'est vraiment une protection financière. Mais c'est aussi une protection juridique. Alors pourquoi? Parce que Jupiter est ici le second maître de la maison 7, la maison 7 qui représente bien sûr les associations mais aussi les affaires juridiques. Et c'est particulièrement le cas puisque Jupiter se trouve dans le signe de la Balance. Hein, la Balance qui est le 7e signe, donc en rapport avec la 7e maison.
et qui elle aussi nous parle d'affaires financières mais en maison 2, mais aussi légales, d'affaires juridiques. Et donc Jupiter ici montre des conseillers juridiques et aussi une protection juridique, notamment liée aux finances. Donc c'est quelqu'un qui va prendre des risques par Soleil-Uranus. Hein, j'accepte pas les limites, je suis un libre penseur, un électron libre, j'aime que ça aille vite, j'aime prendre des risques, mais j'ai aussi une forme de protection juridique et financière par Jupiter en Balance, maison 2. Et c'est particulièrement fort puisque ce Jupiter-là vient en trigone, donc à nouveau un aspect harmonique, hein, ici, avec son Soleil. Donc là, vraiment, il y a une protection juridique. Et c'est ce qu'on voit, c'est-à-dire que c'est quelqu'un qui, moi je ne sais pas, je ne peux même pas imaginer le nombre de procès qu'on lui a fait dans sa vie, mais je veux dire, ça doit se compter par centaines. Et en fait, en proportion, il a été très peu condamné, en réalité. Et à chaque fois, il y a eu... ça l'a acculé, c'est-à-dire financièrement, il y a plusieurs casinos qu'il a créés qui ont fait faillite, mais malgré tout, il ne s'est jamais déclaré lui-même en faillite personnelle. Et il a toujours su rebondir parce que justement il a cette protection ici juridique et financière. Et ça c'est vraiment très marqué avec le trigone à Soleil-Uranus. Ok, bon, on va laisser reposer son Soleil. Vous savez, c'est comme là on met dans l'eau, on trempe. On laisse refroidir son Soleil et puis on regarde son ascendant Lion. Donc ascendant Lion, qu'est-ce que je projette dans le monde? Je projette l'énergie du Lion. Voilà. J'ai presque, moi, quand je vois ça, vous avez en plus Mars sur l'ascendant, qu'est-ce que le Lion projette quand il est désinhibé par les peurs, hein, désinhibé de ses peurs? Il projette charisme, il projette la force. Voilà, projette la force. J'arrive. Bon, c'est moi. Voilà. Projette la force, projette le charisme, projette une forme d'autorité, une autorité naturelle sur autrui. Il a un ascendant naturel sur autrui, hein, c'est par l'ascendant Lion, mais aussi par Mars sur l'ascendant. Et puis Mars ici vient confirmer son autorité, son rôle de leader, son rôle de chef. C'est lui le chef, c'est lui l'autorité, c'est lui qui décide par Mars. On va trouver ici dans cette énergie également avec dans le signe du Lion, donc qui recherche la reconnaissance, qui a besoin d'être reconnu, hein, qui a besoin d'être admiré, d'être applaudi, hein, l'ascendant Lion. On va retrouver ici Mars qui représente l'épée, le glaive, mais qui représente aussi pour l'homme, je dirais, la testostérone, quoi, hein, voilà, l'aspect viril, la virilité de l'homme, ici Mars. Hein. Donc la reconnaissance du Lion passe aussi par la reconnaissance de sa virilité, entre guillemets de sa testostérone, hein, c'est ça. Donc il a besoin de séduire, hein, le Lion est un signe de passion, il a besoin de faire la cour, de séduire. C'est lui qui décide de la séduction. Ça c'est très, très marqué ici. Moi j'ai presque l'impression, si vous voulez, visuellement, enfin ce que je ressens plutôt, c'est l'idée d'un réacteur en fait, pratiquement. Vous avez les Gémeaux qui apportent de l'air, le signe du Lion qui apporte une forme de combustion, et vous avez Mars, vous voyez avec la flèche là de Mars, qui fait sortir, hein, qui propulse, qui projette. Donc vous avez ici vraiment un réacteur, l'air, le feu et la sortie, la projection à l'extérieur. Donc c'est hyper dynamique comme signature, hyper dynamique. Hyper dynamique et aussi hyper combatif. Hein. Mars le glaive dont j'ai parlé tout à l'heure, l'épée sur l'ascendant, comment est-ce que j'interagis avec le monde extérieur? Eh bien au travers de ma combativité, au travers de mon épée. Et en fait, on comprend quelque chose ici, c'est que vous voyez ce Mars-là est en sextile à Soleil-Uranus, et donc il est aussi en trigone à la Lune. Ici. Donc quand Donald Trump rentre en relation avec autrui, il commence par braquer, j'allais dire, par établir un rapport de force. En fait, c'est ça son moteur. Voilà. J'arrive, j'ai une personnalité atypique, je ne supporte aucune limite, je pense différemment des autres, et poum, ça, je crée tout de suite un rapport de force avec des personnes en face de moi, la Lune. Et ces rapports de force, ça nourrit
mon Mars sur l'ascendant. C'est grâce à ce rapport de force que j'ai posé initialement. Il va parler avec Kim Jong-un, le président dictateur coréen. Bon, ben, tout de suite, il est l'un des seuls à l'avoir fait. Tout de suite, il y a d'abord un rapport de force. Voilà. Moi, je suis président des États-Unis, voilà la puissance que j'ai. Voilà. Toi, tu es quoi? Voilà, ça. Donc, on a un rapport de force. Et ça, c'est ce qui lui permet de fonctionner dans ses relations. Et donc, on va retrouver Mars ici, qui se nourrit de ça dans sa combativité, eh bien pour avancer, pour affirmer, pour s'affirmer, pour affirmer ses décisions, hein, et affirmer surtout son autorité, Mars en Lion. Et alors, on voit d'ailleurs que Mars, ici, sur son ascendant, vient de la maison 4, parce que vous avez la maison 4 ici, le fond du ciel, dans le signe du Scorpion, et il vient également de la maison 9, parce que vous avez la maison 9 ici, dans le signe du Bélier. Donc la planète maîtresse du signe du Scorpion, c'est Mars, et la planète maîtresse du signe du Bélier, c'est Mars. Donc Mars ici, si vous voulez, c'est l'ambassadeur, le représentant de la maison 4 et de la maison 9. Et ça a un sens aussi. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a une transmission de cette combativité. La maison 4 ici, qui va représenter la maison de la mère ou du père, en tout cas de la famille. Et ici, donc, il y a une sorte de filiation de combativité. C'est la famille qui a transmis cette combativité à Donald Trump. Alors, autant les autres membres de sa famille ne sont pas forcément originaux comme lui, mais ils lui ont transmis cette combativité. Ils sont eux-mêmes combatifs, ils lui ont transmis ça au travers de l'éducation, au travers même des gènes, en fait, hein, des gènes de combativité. Et puis, Mars, donc, est maître de la maison 9. La maison 9, c'est la maison des valeurs morales. Il y a un côté noble, hein, c'est la maison du Sagittaire. Donc là, ici, on va retrouver aussi une transmission des valeurs morales. Des valeurs morales de combativité. C'est-à-dire, qu'est-ce que la famille de Trump valorise chez ses enfants? C'est la combativité. Voilà. Et le leadership, la combativité, la capacité d'affirmation, le courage, voilà, la force, eh bien c'est ça. C'est Mars. Vous voyez, il ne vient pas de n'importe où ce Mars. Et à chaque fois, il faut toujours se dire, quand on a une planète importante, une planète cardinale comme ça, il faut toujours se remémorer d'où elle vient. Alors, pour ça, moi, je vous encourage donc aussi, si vous voulez apprendre plus sur les positions planétaires. Hein, moi, j'ai développé plusieurs jeux de cartes. On a parlé du karmique tout à l'heure, donc le solfège karmique. Mais ici, vous avez le solfège astrologique pour étudier justement les positions des planètes dans les différents signes. Hein, donc ça, c'est un jeu de cartes que vous allez pouvoir retrouver sur la boutique de mon site, la boutique astrologique. Hein, voilà. Ok. Voilà. Et donc Mars, ici, vous voyez, se trouve également en trigone à la Lune. Hein, donc il a été en sextile ici, on a vu, rapport de force, nourrir un rapport de force. Mais ici, vous avez Mars trigone Lune. Donc là aussi, ça fonctionne bien entre Mars et la Lune en Sagittaire, Mars en Lion. Et ici, il s'agit d'avoir une action, Mars, sur la Lune, sur une foule, sur un groupe, sur une équipe, sur un parti. Hein, parti républicain, mais également sur une population. Hein. Quand on est président des États-Unis, on a une action décisive, Mars autoritaire, Mars en Lion, sur une population lunaire. Donc, hein. Voilà, on voit très bien, ça lui permet d'affirmer son leadership donc, sur une équipe, mais aussi d'avoir une action efficace, décisive, sur une communauté de personnes, sur une masse de personnes, donc représentée par la Lune. Okay. Alors, on peut regarder également que son Mars, ici, se trouve sur l'ascendant. Vous voyez, il est en 26, 29, donc on a un Mars conjoint à l'ascendant, c'est ce que l'on vient d'interpréter. Mais si on zoome, on peut regarder que Mars se trouve en fait à la fin de la maison 12. Ce serait un tort de l'interpréter, à mon sens, ce serait un tort de l'interpréter comme un Mars maison 12. C'est un Mars sur l'ascendant, hein, c'est différent. Mais quand même, il est à la fin de la maison 12. Et ça aussi, ça a un sens. C'est-à-dire qu'il sort des expériences de la maison 12. Alors, la maison 12, c'est une maison karmique. C'est une maison karmique, occulte en astrologie, qui représente la dernière vie antérieure. Et donc, la dernière vie antérieure, puisque après, avec l'ascendant représente la naissance physique,
Et donc là, nous sommes dans l'incarnation présente. Mais dans la maison 12, nous sommes juste dans la vie d'avant, la vie antérieure. Et qu'est-ce que l'on trouve dans cette vie antérieure, chez Donald Trump? On trouve des choses très fortes, très puissantes. Vous avez ici Pluton qui se trouve dans le signe du Lion. Alors Pluton, maison 12, dans le signe du Lion, Pluton représente ici quelque chose de violent, hein, quelque chose de difficile, une épreuve, mais plus qu'une épreuve, je dirais une chute. Une chute de quoi? Une chute du lion. C'est-à-dire, le lion, c'est le monarque, c'est l'argent, c'est la position en vue, c'est la reconnaissance, hein, le pouvoir décisionnel, le faste. Et puis Pluton, à un moment donné, apporte ici une chute, quelque chose de difficile, comme quelqu'un qui a été déclassé, qui est tombé de son piédestal, comme un monarque déchu, par exemple. Vous voyez, ben ça c'est Pluton en Lion. Donc dans sa vie antérieure, dans sa dernière vie antérieure, et Donald Trump sort de ce type d'expérience où il a dû faire l'expérience d'un pouvoir lion, et à un moment, il a été destitué de ce pouvoir lion. Il y a eu une chute. Ouais. Et donc, on comprend que ce Mars-là, dans le lion, c'est un signe qui est aussi marqué par, j'allais dire la revanche. La revanche. Hein. Pas la, j'allais dire la vengeance, hein, mais pas la vengeance, par la revanche, en fait. Vous voyez ? C'est-à-dire que c'est un Mars revanchard, parce qu'il a été blessé, il a été destitué dans ses vies antérieures. Et donc là, ce Mars ici, cette combativité qui caractérise sa personnalité, elle cherche à prendre sa revanche. Sa revanche sur cette épreuve. Vous voyez ? C'est intéressant de comprendre ça. Parce que, en fait, pourquoi c'est intéressant ? Parce que c'est un peu le même scénario qui est en train de se produire. C'est-à-dire que il a été président des États-Unis, il a voulu se représenter pour un deuxième mandat consécutif et je dirais le système l'en a empêché parce que c'est comme ça que ça s'est passé, hein, concrètement. Et du coup, il revient et il veut prendre sa revanche. Eh bien, quand il fait ça, quand il joue cette partition, en fait, il joue une partition, sans le savoir, hein, il rejoue une partition karmique. Il cherche à prendre sa revanche sur le système qu'il a évincé précédemment. Vous voyez ? Ok, au niveau personnel, bon, le but étant pas ici de rentrer trop dans les détails, parce que je pense que ça c'est l'essentiel au niveau de sa vie politique, de sa vie d'homme d'État. Mais simplement, ce que l'on peut noter, c'est que déjà vous avez ici la lune noire dans la maison 4, qui représente une épreuve en lien avec le domaine familial, le foyer, la maison 4. L'épreuve karmique de la lune noire. Donc il devait passer par une ou plusieurs épreuves karmiques dans le domaine du foyer. Alors, il faut voir que Donald Trump a été 3 fois marié. Voilà, hein, il a eu 3 mariages différents. Alors, les noms, c'est intéressant parce qu'il n'y a que des A. Est-ce que je les ai notés Ivania, Maria et Melania. Voilà, donc il est marié avec Melania, mais il a déjà été marié avec Ivania et avec Maria. Vous voyez ? 3 mariages. Donc certainement que ça, c'est une épreuve. Cette lune noire a représenté des épreuves au niveau de son foyer parce que ça veut dire déjà 2 divorces, en réalité. Et puis certainement d'autres épreuves parce que potentiellement, certainement même des relations extra-conjugales par Mars sur l'ascendant. Je cherche à affirmer ma virilité et je suis poussé par mes instincts de Mars. Hein viril. Mâle. Et du coup, ça crée des problèmes dans sa vie de famille, hein, dans sa vie au niveau du foyer, au niveau du couple également. Et puis, au niveau du couple, on peut regarder le maître de la maison 7, donc son descendant se trouve à la fin du signe du Verseau. Donc le maître du Verseau, alors c'est Uranus, donc ça on en a déjà parlé. Ici, Uranus qui vient s'opposer à la Lune. Donc ici, c'est vraiment l'explosion du foyer. Donc ça, c'est un des aspects principaux du divorce. Quand vous avez Uranus opposé Lune, dans les thèmes, je crois que je n'ai pas encore rencontré de personnes qui avaient cette configuration et qui n'avaient pas divorcé ou qui n'étaient pas en instance de divorce. Donc il y a un moment, Uranus opposé Lune, ça crée une rupture au niveau du foyer. Donc ça, c'est déjà très marqué. Et puis le second maître de la maison 7, en Verseau, c'est Saturne. Voilà, Saturne, ici, qui est conjoint
à Vénus et dans le signe du Cancer. Donc là, on a vraiment quelque chose qui nous parle de la relation de couple. Cette conjonction Saturne-Vénus, elle n'est pas très heureuse, parce que Vénus est une planète toute douce, une planète hyper féminine qui a besoin justement de témoignages, d'affection, d'amour au quotidien, de chaleur. Et ici, elle est au contact du froid de Saturne qui est en exil dans le signe du Capricorne, dans le signe du Cancer. Donc vous avez la pierre froide, le granit froid de Saturne qui est vraiment au contact de Vénus ici et qui montre, alors positivement, ça montre des relations qui peuvent durer, c'est pas comme un Gémeaux, par exemple un Soleil Gémeaux conjoint à Uranus pourrait être quelqu'un qui peut pas avoir de relations durables. Je veux dire, qui peut avoir que des liaisons, par exemple, des relations très courtes, parce qu'il papillonne sans cesse, surtout avec Mars sur l'ascendant. Mais là, non, c'est pas le cas, parce que Saturne-Vénus, ici, permet quand même à des relations de durer dans le temps, jusqu'à arriver à un seuil où Uranus fait exploser le foyer. Mais ça permet de faire durer des relations. Maintenant, ces relations ne sont pas forcément très heureuses. Il n'y a pas beaucoup de chaleur ici. Et au contraire, je dirais même qu'il y a un côté très traditionnel, très traditionnaliste, en fait, dans Saturne en Cancer. Saturne en Cancer, vous savez, est très traditionnaliste. C'est vraiment le professeur d'histoire un peu poussiéreux, disons-le comme ça, un peu rigide également, un peu autoritaire au niveau du foyer, très autoritaire au niveau du foyer avec Mars sur l'ascendant. Mais ici, au niveau amoureux, c'est pas quelqu'un qui va être très démonstratif, il va pas faire des mamours au quotidien, pas de genre. Et donc, Vénus peut être en souffrance malgré tout dans cette relation durable, mais Vénus peut être en souffrance, elle peut manquer d'affection. Et lui avoir du mal à exprimer son affection au quotidien. Donc ça, c'est quand même un indice de relations de couple qui sont pas forcément très heureuses. Alors certes, très traditionnelles, mais pas forcément très très heureuses. Et à un moment, poum, ça explose et il y a une rupture et qui provoque une épreuve karmique comme nous l'avons vu. Ok. Et alors, on a tout regardé et pratiquement, il reste... oui, et puis vous voyez que c'est une conjonction singleton. Une conjonction singleton, c'est-à-dire que vous voyez qu'elle est seule, là. La femme, Vénus, ici, est seule au conjoint de Saturne et il n'y a pas d'aspect. Donc ça, on parle d'une planète singleton quand elle n'a aucun aspect avec les autres planètes du thème. Donc là, c'est pas tout à fait vrai puisqu'il y a une conjonction entre Vénus et Saturne. Mais cette conjonction en elle-même est singleton. Elle ne parle pas avec les autres parties de son thème astral. Vous voyez ? Donc oui, il peut se réaliser dans sa vie professionnelle, il peut faire plein de choses, il a plein de dynamisme, mais on dirait que sa relation de couple, elle est un peu mise de côté. Comme dans une tour d'ivoire, comme dans la tour Trump. Voilà. C'est un peu enfermé. Donc il nous reste Mercure, c'est cette planète qui est juste à côté dont nous n'avons pas parlé. Ici je dirais juste un mot parce que Mercure est en maison 11 ici qui confirme bien l'aspect médiatique, la maison 11, maison du Verseau, Mercure planète des Gémeaux, donc beaucoup de communication médiatique, ici ça fonctionne très bien. Mais vous voyez que Mercure se trouve également en carré à Neptune, ici, Neptune planète des Poissons. Et la planète des Poissons qui représente bien sûr la spiritualité, Mercure ici représentant davantage la pensée rationnelle, donc on peut dire que c'est pas vraiment son truc, la spiritualité pour Donald Trump, c'est pas son domaine, il n'est pas à l'aise dans ce domaine, je dirais mystique, ésotérique, religieux, spirituel, c'est vraiment pas sa tasse de thé. Il est beaucoup plus dans l'action, dans l'entreprise martienne, je dirais concrète et médiatique, que finalement dans l'aspect sensible des choses, donc sensible, affectif par la conjonction Saturne-Vénus, qui montre une frustration, une inhibition de certaines émotions dans le cadre du foyer, et également il est assez, il n'est pas à l'aise en tout cas dans le domaine de la spiritualité, ce sont des choses qui ne lui parlent pas vraiment. Alors, est-ce que nous avons fait le tour de l'étude du thème de Donald Trump ? Bien évidemment, la réponse est
Non, non, parce que c'est impossible de faire l'étude complète d'un thème astral, il faudrait y passer des mois, et d'autant plus pour un thème aussi puissant que celui que nous venons de voir. Mais je pense que nous avons fait ressortir en fait les points clés, hein, les points les plus intéressants, les plus importants de son thème astral. Donc ce que je vous propose maintenant, juste après la pause, eh bien, c'est de regarder ensemble les transits planétaires qui vont se produire dans le thème de Donald Trump pour l'année électorale 2024-2025. Donc à tout de suite, merci beaucoup. La suite. Donc maintenant, la suite, nous allons regarder ensemble les transits planétaires qui attendent Donald Trump pour l'année 2025. Alors, voilà, j'ai noté la date. Donc en fait, on retrouve dans ce que je vous présente ici, une première couronne de planètes. Donc ça, maintenant, vous les connaissez, ce sont les planètes de Donald Trump, hein, ce sont les planètes en couleur, ici, avec son soleil, son ascendant, Mars sur l'ascendant, la Lune en Sagittaire. Ok, ça, on connaît. Et puis, vous avez maintenant une deuxième couronne de planètes en vert, hein, vous voyez, un peu plus petite, et ça, c'est la position actuelle des planètes. Donc là, nous sommes fin mars 2024. Donc voilà, les planètes sont comme ceci dans le ciel actuellement, et dans le thème de Donald Trump. Et donc, ces planètes, elles se déplacent dans le sens inverse des aiguilles d'une montre, de cette manière. Alors, qu'est-ce que l'on voit tout de suite, enfin, qu'est-ce qui me frappe, moi, c'est le passage très prochain de Uranus et de Jupiter sur son milieu du ciel. Voilà. Alors ça arrive à partir du mois de mai et du mois de juin 2024, hein, donc c'est très bientôt là. Ces deux planètes vont passer sur son milieu du ciel. Alors le milieu du ciel, on l'a vu précédemment, c'est le point le plus élevé du thème astral, et il représente donc l'entrée de la maison 10, qui est la maison de la carrière et de la vie socio-professionnelle et du statut. Donc pour un homme, je dirais pour un homme public, pour un homme politique, le passage des planètes dans la maison 10 est toujours très important, hein, en fonction de ce qui passe dans sa maison 10. C'est particulièrement vrai pour Trump, qui a un Soleil et Uranus déjà en maison 10. Hein. C'est ça qui a fait, encore une fois, sa réputation, sa réussite, c'est sa différence, hein, et sa capacité d'innovation par Soleil-Uranus, parfois clivante, opposée à la Lune. Donc là, Uranus va repasser sur son milieu du ciel, à partir du printemps. Et Jupiter aussi. Et Jupiter, qui représente la prospérité, le développement, la croissance, va rester dans sa maison 10 pendant 1 an. C'est-à-dire que Jupiter va transiter sa maison 10 entre juin 2024 et pendant 1 an, jusqu'à juin 2025. Hein. Donc ça, pour lui, c'est très positif d'avoir Jupiter en maison 10. Ça veut dire c'est une phase de croissance professionnelle, d'expansion professionnelle qui s'annonce. Il va se présenter aux élections américaines quand même, hein, donc c'est pas rien. Ça, c'est une forme de protection, c'est une forme d'aide, vraiment. Quant à Uranus dans sa maison 10, bien, elle va intensifier sa personnalité uranienne, clivante, on adore ou on déteste, hein, et sans milieu entre ces deux possibilités. Donc là, ça va vraiment intensifier ça. Uranus, aussi sur le milieu du ciel, annonce de l'inattendu, de l'imprévu, des changements dans son statut. Dans son statut, dans sa carrière, dans sa vie socio-professionnelle. Donc, et je fais en sorte ici de vraiment faire une analyse la plus objective possible, ce sont des transits qui vont être plutôt positifs, je dirais même positifs, en vue des élections présidentielles. Hein. Jupiter, qui est une planète naturellement positive de croissance, d'expansion, et Uranus, qui fait partie de la personnalité profonde de Donald Trump, qui va également apporter ici un renouveau dans son statut professionnel. Donc c'est vraiment, je dirais, ça va dans un sens plutôt positif pour
une réélection. Ici, dans cette vidéo, je ne vais pas vous dire s'il va être réélu ou pas, hein, parce que je n'ai pas cette science infuse. Moi, ce que je peux faire, tout simplement, c'est analyser des transits et donner des tendances. Et c'est ce que je vais essayer de vous donner, et encore une fois, d'une manière la plus objective possible au travers de cette vidéo. Donc ça, disons que c'est positif, hein, pour des élections. L'investiture du parti républicain aura lieu au mois de juillet, entre le 15 et le 18 juillet. Et il se trouve que cette planète Mars, qui elle va plus vite que les deux, là, Jupiter et Uranus, va arriver très vite sur le milieu du ciel, et elle va passer exactement sur le milieu du ciel au cours du mois de juillet, au début juillet 2024. Donc si vous voulez, ça aussi c'est positif parce que ça signifie une échéance professionnelle qui va venir se recouper avec Jupiter et Uranus sur son milieu du ciel. Donc l'investiture du parti républicain pour le mois de juillet, a priori c'est gagné. Hein, a priori c'est gagné, ça va se faire. Il va être le candidat des républicains haut la main et il sera à ce congrès des républicains hyper combatif. Il va vraiment, son Mars qu'il a sur l'ascendant sera au milieu du ciel. Donc il va montrer toute sa force à ce moment-là. Hein. Donc là encore, c'est vraiment, je dirais, positif en vue des élections. Alors ensuite, on va regarder une autre échéance. Ça, c'est le 16 septembre 2024. Alors qu'est-ce qui se passe au mois de septembre? En fait, entre septembre et octobre, entre le 16 septembre et le 9 octobre, il y aurait, et je dis bien, je mets au conditionnel, il y aurait des débats prévus entre le représentant des républicains, des démocrates et peut-être d'autres partis à ce moment-là. Et ils ont prévu, a priori, 3 débats. Mais concrètement, moi, ce que je trouve, c'est surtout le premier débat, parce que Joe Biden, qui est pour l'instant le favori des démocrates, n'a pas encore dit qu'il débattrait. En revanche, Trump a dit qu'il se faisait une joie de débattre avec Biden pendant cette période. Alors moi, je pense que ce débat aura lieu plutôt autour du 16 septembre, parce que le 16 septembre, Mars, vous vous souvenez, Mars était passé sur son milieu du ciel, là, au mois de juillet. Mars aura continué sa route et il sera justement en conjonction de son Mercure natal en maison 11, donc le 16-09. Donc ça montre, vous savez, on a parlé de Mercure, et si Mercure en maison 11, c'était un côté médiatique, je parle à la télévision, je parle à la radio, je m'adresse à la masse, et ici, il y aura beaucoup de combativité. Donc je pense que, en tout cas, ce que je peux dire, c'est que si Donald Trump voulait faire un débat télévisé avec Joe Biden, le meilleur moment de ce débat serait le 16-09-2024 parce que c'est là où il sera au maximum de ses possibilités et il peut complètement, je dirais, tuer l'élection à ce moment-là. Hein. Tellement il sera capable d'imposer sa force dans le débat avec Mars sur Mercure. Mercure, la communication, Mars, eh bien, la force. Hein. Donc là, voilà. Donc ça aussi, c'est assez marqué, ça va dans le même sens. Vous voyez que Jupiter, à ce moment-là, sera également sur son Soleil. Donc Jupiter aura continué sa route et sera sur son Soleil à ce moment-là. Donc toute cette période-là, eh bien, on aura un Trump qui sera vraiment tout feu, tout flamme, hein, plein de force. Bien sûr, le fait que Jupiter repasse sur son Soleil vient aussi s'opposer à la Lune. Donc l'effet amplificateur de Jupiter ici va aussi amplifier le côté le clivant de sa personnalité. Eh bien, ça, c'est incontournable. Hein. Mais il sera Trump au carré, si vous voulez, voilà, au maximum de sa personnalité à ce moment-là, de l'expression de sa personnalité à ce moment-là. Donc ça aussi, Jupiter, la croissance sur son Soleil, sa personnalité profonde, ça aussi c'est positif, vraiment, ça permet de projeter la force, la confiance, et peut-être, eh bien, effectivement, de tuer la compétition, de tuer le débat à ce moment-là. J'emploie tuer parce que c'est Mars, hein, évidemment. Symboliquement, hein, bien sûr. Ensuite, ici, nous sommes le 5-11. Donc le 5-11, c'est le moment des élections. En fait, les Américains 250 millions d'Américains vont élire les grands électeurs. Hein, donc c'est vraiment le moment décisif de l'élection. Ces grands électeurs vont ensuite voter, mais les jeux seront quasiment faits à partir de novembre, hein, parce que c'est ces grands électeurs qui sont déterminants. Donc le 5 novembre, voilà la configuration du ciel. Donc qu'est-ce qu'on trouve ici? Ben ma foi, écoutez, toujours Uranus
sur le milieu du ciel, donc toujours l'idée d'un renouveau dans son statut. Jupiter sera toujours dans sa maison 10 et conjoint au Soleil, phase de croissance. Mars aura continué sa route, un petit peu. Bon, il n'y a pas d'autre chose à dire ici, si ce n'est qu'on reste véritablement dans un contexte très positif, en tout cas pour Donald Trump à ce moment-là. Voilà. Moi, j'aurais ça, je me présenterais aux élections, j'aurais ça, je me dirais, bon, bah, je suis assez confiant, voilà, personnellement. Après, je dis pas que ça va se faire, parce qu'il y a plein de choses, on a vu, hein, le système est capable de tout. Et aux États-Unis, il est capable de faire disparaître ses présidents en exercice. Donc il est capable de tout, hein, vis-à-vis des candidats. Donc il ne faut pas sous-estimer ça, bien sûr. Mais moi, ce que je vois au niveau de l'astrologie, c'est que les tendances sont plutôt positives et porteuses pour Donald Trump en vue de ces élections. Alors ensuite, là, nous sommes le 20 janvier 2025. Bon, eh bien ça c'est le moment de l'investiture. Le moment de l'investiture, on est toujours dans cette même configuration. Voilà, changement de statut, Jupiter rétrograde toujours dans la maison 10, mais toujours en rapprochement du Soleil. Et puis Mars ici qui sera sur Vénus. Saturne qui pourrait montrer effectivement un nouvel engagement durable. Hein. Vénus qui représente les contrats symboliquement, Saturne qui représente le temps. Donc ici on pourrait effectivement, ça pourrait très bien correspondre à une phase d'investiture avec Saturne conjoint à Saturne-Vénus. Pareil, Saturne en maison 7 va dans le sens d'un engagement. Hein, donc ça, encore une fois, et je le fais d'une manière vraiment la plus objective possible, c'est plutôt positif pour un moment d'investiture. Enfin, je crois que j'ai encore derrière, donc ici le carré de Saturne. Alors oui, là nous sommes en mars 2025, donc nous sommes post-investiture. Il a déjà, soit il a été élu, soit il n'a pas été élu. Hein. Nous sommes juste après, en mars. Et là, qu'est-ce qui se passe? Vous voyez, Saturne sera en 21 poissons. Et en fait, on aura un carré, ici, entre Saturne et la Lune. Voilà. Et puisqu'on aura un carré entre Saturne et la Lune, naturellement, on aura un carré entre Saturne et Soleil. Donc en fait, en mars, ponctuellement, parce que Saturne ne va faire ici qu'un passage, donc c'est vraiment le mois de mars, et encore une partie du mois de mars, Saturne fera un double carré à la Lune et au Soleil. Et ça on ne peut pas y couper, c'est une période de fatigue, hein, c'est une période de baisse d'énergie, de ralentissement. Alors, ça peut s'expliquer de deux manières. Soit, effectivement, il n'a pas été élu, et à ce moment-là, toute l'énergie déployée dans la campagne retombe. Il y a une forme les idées noires de Saturne carré Lune, de baisse de vitalité. Soit c'est tout simplement, il a été élu en mars, il a pris des premières décisions, c'est-à-dire qu'il a continué sur cette lancée entre janvier et mars, pour prendre des décisions importantes dès les premiers jours de son mandat. Ça, c'est beaucoup d'énergie, hein, parce qu'il a dit « je ne serai pas un dictateur sauf le premier jour de mon mandat ». C'est-à-dire qu'il compte changer énormément de choses dès le début de son mandat. Donc là, ce sera la continuité sur janvier, février et début mars. Il va prendre beaucoup de décisions. Et puis début mars, là, retour de bâton, coup de fatigue. Là, le corps dit stop, tu dois t'arrêter, tu dois te reposer, tu dois te reprendre. Et quand on sait la dépense d'énergie que représente une campagne électorale aux États-Unis avec le nombre de meetings incroyables, enfin je ne sais pas comment ils font, je pense qu'il serait aussi normal qu'il y ait une baisse de vitalité à ce moment-là au mois de mars. Hein. On reprend son souffle. Et donc, ce qui est important de voir, c'est qu'est-ce qu'il y a après. Est-ce que ça continue à être bas ou est-ce que ça remonte, hein? Et donc, ici, je suis en avril et là, ça remonte tout de suite. Alors, ça remonte, pourquoi? Parce que Jupiter va enfin passer, donc c'est son troisième et dernier passage sur le Soleil. Donc là, il y a un retour d'énergie. Retour d'énergie que l'on va trouver également avec Mars, qui passera donc
dans la foulée sur son ascendant. Qu'est-ce que je trouve également à ce moment-là? Voilà, Mars sur l'ascendant et des bons transits de Jupiter, donc Jupiter qui viendra effectivement en sextile également à Mars sur son ascendant. Donc ça c'est très positif. Donc en fait ça dure pas. S'il y a un coup de fatigue, un coup de moins bien, c'est sur Mars. Mais dès avril, il retrouve sa combativité, son énergie et sa capacité à entreprendre. Et ensuite, j'ai de bons transits avec Jupiter sextile milieu du ciel, Saturne trigone Vénus. Donc tout ça irait plutôt dans le sens d'une reprise de son énergie à partir d'avril 2025 et au cours de l'année 2025 ensuite. Donc, écoutez, objectivement, moi, ce que j'ai tendance à dire, c'est là, par rapport à ce que je vois, c'est que c'est plutôt même largement positif, en tout cas porteur pour une réélection de Trump donc en novembre-janvier. Je ne dis pas que ça aura forcément lieu, encore une fois. Il y a plein d'aléas possibles et il ne faut pas sous-estimer les manœuvres du système et tout simplement le choix des électeurs et des revirements inattendus de situation. Donc ça, c'est toujours possible. Mais disons que les transits vont vraiment porter et je dirais aider Trump dans sa campagne électorale en 2024. Voilà ce que je voulais vous montrer, vous expliquer au travers de cette vidéo. J'espère qu'elle vous aura plu. Si c'est le cas, bien n'hésitez pas à cliquer sur le petit pouce vers le haut, à partager également cette vidéo autour de vous. Et moi, je vous donne rendez-vous dans quelques temps pour de nouvelles vidéos sur Astrosciences. Merci beaucoup, à bientôt, au revoir.